Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 24 au 30 juillet. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs avise la population qu'il a convenu avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts d'interdire l'accès à la plage Tessier en raison d'une contamination bactériologique élevée. L'analyse des prélèvements a démontré que les eaux de baignade de cette plage n'étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique établies par le ministère. En conséquence, la population doit s'abstenir de la fréquenter à des fins de baignade tant qu'un avis contraire n'aura pas été diffusé par le ministère. Les citoyens peuvent avoir accès à d'autres plages participant au programme Environnement Plage jusqu'à la réouverture de la plage. Rappelons que pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participant au programme Environnement Plage, il suffit de consulter le site web du ministère. Vous pouvez aussi vous adresser du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la Direction régionale du contrôle environnemental concernée. La ville de Saint-Sauveur est devenue la première ville au nord de Mirabel à obtenir sa chaise des générations. C'est lors d'une séance du conseil municipal que des représentants du mouvement Mères au front, ainsi que des élèves de l'école de Saint-Sauveur, pavillon de la vallée, sont venus offrir et présenter la chaise des générations qu'ils ont créée. Touché par cette initiative artistique et environnementale, le maire de la ville, M. Jacques Garriépi, a tenu à rencontrer personnellement les deux instigatrices du projet. Il affirme que, comme il était absent lors de la remise officielle, il tenait à rencontrer Mme Lisanne Villemur, coordonnatrice du mouvement Mères au front Pays d'en haut, et Mme Rose Lafleur, des ateliers Écolo Rose Lafleur, afin de les remercier de cette initiative et réitérer que la chaise occupera une place de choix dans l'hôtel de ville. De plus, celles-ci ont eu l'honneur de signer le livre d'or de la ville afin de souligner leur engagement dans la collectivité en matière environnementale. La chaise des générations remise à la ville consistait en un projet artistique mené par Mme Lafleur et réalisé par les élèves de la classe de 5e année de Mme Véronique Simard de l'école de Saint-Sauveur, pavillon La Vallée. Plus spécifiquement, il s'agissait de revaloriser une chaise antique, d'y apposer les empreintes digitales des élèves et de concevoir une assise au moyen d'un sac rempli d'ordures, et ce, afin de symboliser ce sur quoi les générations futures sont assises. L'objectif ultime de la chaise des générations est de rappeler aux dirigeants et dirigeantes que le futur des enfants se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui. Dorénavant, à chaque séance du conseil municipal, la chaise sera disposée dans la salle, bien à la vue des élus, afin qu'ultimement toutes les décisions soient prises en considérant les impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et sur l'avenir des enfants. Le projet de la chaise des générations doit son origine à l'initiative du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, et a été repris et porté par le mouvement Mères au front, puis par des citoyens engagés issus de partout au Québec. Dans le cadre des Journées de la culture 2023 qui se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre prochain, la Ville de Saint-Sauveur invite ses commerçants à mettre de l'avant leur fibre artistique afin de bonifier l'offre culturelle offerte lors de l'événement. Les commerçants intéressés sont invités à soumettre leurs propositions avant le 1er août à Héloïse Grondin, technicienne en loisirs, par courriel à communautaire@vss.ca. À Valmorin, suite à l'échantillon prélevé dans le cadre du programme Environnement Plage du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, l'eau de la plage du lac Raymond a obtenu une cote B pour bonne. Le ministère a donc donné le feu vert pour la réouverture de la plage. Chaque jour, les résidents de Valmorin desservis par le réseau d'aqueduc municipal bénéficient d'un approvisionnement abondant en eau potable. Cette ressource naturelle est très précieuse. Malgré l'impression d'abondance, elle peut être limitée et surtout, il y a un coût associé à la production d'eau potable. Il faut donc la protéger, surtout lors de périodes de canicule comme cet été. La Ville tient donc à rappeler à ses résidents quelques trucs et astuces. Repérer les fuites d'eau et réparer-les rapidement. Une petite fuite peut entraîner un gaspillage important d'eau au fil du temps. Utiliser des pommeaux de douche à faible débit et limiter le temps de douche. Éviter de faire couler l'eau inutilement lors du lavage de la vaisselle ou du brossage des dents. Collecter l'eau de pluie pour arroser les plantes ou nettoyer vos sols. Utiliser un balai plutôt qu'un tuyau d'arrosage pour nettoyer les extérieurs. Sensibiliser votre entourage, partagez ces astuces avec votre famille, vos amis et vos voisins. En adoptant ces mesures dans votre vie quotidienne, vous pouvez jouer un rôle actif dans l'économie de l'eau potable et contribuer à sa préservation.
Le 4 juillet dernier, dans le cadre de la révision en cours du schéma d'aménagement et de développement du territoire, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides adoptait une résolution de contrôle intérimaire visant à imposer provisoirement un moratoire sur certaines interventions dans les secteurs riverains au lac. L'objectif de cette résolution est de s'assurer qu'aucune intervention qui pourrait s'y réaliser ne compromette les nouvelles orientations et les règles d'aménagement régional en voie d'être définies. La MRC connaît une très forte croissance démographique depuis plusieurs années qui se reflète entre autres par un développement accéléré et dynamique de son territoire. Lors des récentes assemblées publiques de consultation tenues du 6 juin au 7 juillet dans le cadre du processus en cours de révision du schéma d'aménagement, les enjeux liés à la pression du développement et à la protection des lacs furent soulevés à maintes reprises par les participants. D'ici à la fin du processus d'adoption du prochain schéma d'aménagement, ce contrôle intérimaire permet de mettre en application sans délai certaines orientations prioritaires en matière de développement à proximité des lacs. Ainsi, la résolution de contrôle intérimaire a pour effet immédiat d'interdire, sauf exception, à l'intérieur du bande riveraine d'une profondeur de 300 mètres des lacs situés à l'extérieur des secteurs urbains et villageois, toute opération de lotissement visant la création d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante, toute opération de lotissement pour un projet intégré, ainsi que toute opération de lotissement, utilisation du sol, construction ou agrandissement lié à un usage d'hébergement touristique excédant des densités déterminées. Les municipalités de la MRC verront à l'application de ce contrôle intérimaire, dont l'entrée en vigueur était le 4 juillet, dans leur processus d'octroi de permis et de certificats. Pour obtenir plus de détails, ainsi que la liste des projets exclus du présent règlement de contrôle intérimaire, les personnes intéressées peuvent consulter la résolution disponible sur le site Internet de la MRC. Notez également que les projets ayant déjà obtenu un permis par la municipalité sont également exclus du RCI, qui est le règlement de contrôle intérimaire. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec M. Renaud Loranger, qui est directeur artistique du festival L'Anneau d'hier. M. Loranger, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, très bien. C'est la première fois qu'on a quelqu'un à notre émission, à notre bulletin de nouvelles, qui est très, très, très calé dans la musique artistique. Et je vais trouver ça super intéressant, j'ai l'impression, parce que c'est pas quelque chose qui est... la musique artistique n'est pas consommée à grande échelle par la société de nos jours. Et j'imagine que le Festival de la Naudière tente de remédier à cette situation-là. Oui, exactement. J'allais dire, vous m'enlevez les mots de la bouche. Euh, c'est- les traditions au Québec sont quand même là, hein. Il faut pas non plus s'imaginer qu'il se passe rien. Il se passe beaucoup de choses depuis, on va dire, gros siècle avec l'OSM, évidemment, qui est peut-être le pionnier à Montréal. Après, plus près de nous dans le temps, l'Orchestre métropolitain, l'Opéra de Montréal, le Violon du Roi à Québec, et puis l'Anneau d'hier, notre festival, qui existe bon an, mal an depuis 1978. Donc, c'est la 46e édition cette année. Ça se passe à Joliette, évidemment. Ça se passe surtout à l'amphithéâtre Fernand-Lézé, à l'extérieur. J'ose dire que malheureusement, ces jours-ci, la Oui. température n'est pas très clémente, mais néanmoins, ça se passe à l'extérieur dans notre merveilleuse salle, mais aussi un peu partout dans la Naudière, dans les villages, dans les églises, pour des concerts plus intimes. Voilà, donc on est, comment dire, une des institutions au Québec, au Canada, les plus importantes. Puis en effet, on s'attache beaucoup à la question de Mhm. l'accessibilité. Pour quelle raison pensez-vous que... Parce que la musique classique, c'est la première musique. Dans le temps de la cour du Mhm. roi, c'est ce type de musique parce que la guitare, la batterie, tout ce qui était électronique n'existait pas. Donc la musique classique, c'est la première musique à avoir été jouée. Pour quelle raison pensez-vous qu'au fil des siècles, cette place importante qu'elle occupait dans la conscience sociétale a été perdue? Ben, ça dépend un peu de l'histoire, je dirais, de chaque société, puis des particularités aussi de chaque pays. C'est sûr que la musique classique en tant que telle, au sens où on l'entend, puis même quand on dit classique, Mhm.
En fait, on pense surtout à Mozart ou à Haydn, hein. Le mot classique, ça correspond à une période assez précise de l'histoire de la musique. OK. Puis après, c'est le qualificatif qu'on emploie pour parler justement de la musique, entre guillemets, la musique académique, la musique sérieuse, la musique de tradition classique, on va dire. Euh, ben, ces musiques-là, au pluriel, ces répertoires-là, ben, ils originent surtout d'Europe centrale, des pays germaniques, évidemment aussi un peu des pays du sud de l'Europe, de la France également. Mais en Amérique, puisqu'on est en Amérique, toute cette importation-là, j'ai envie de dire, euh, est quand même pas mal plus récente. Puis c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est pas seulement pour nous au Canada ou au Québec. Nos sociétés nord-américaines sont beaucoup plus jeunes, si on veut, Mhm. dans le grand ordre des choses. Et puis, mais moi, je m'attache beaucoup justement à promouvoir la musique, puis promouvoir l'idée qu'elle nous appartienne, même si, on va dire, on n'est plus aussi proche de l'Europe qu'on l'était peut-être il y a 200 ou Oui, 300 c'est ça. ans. Pensez-vous qu'ici, sur le continent américain, on y accorde un petit peu moins d'importance parce qu'on s'associe, on s'identifie moins au Mozart, au Brahms, puis à ces grands compositeurs-là qu'on considère classiques, qui étaient tous européens? Ouais, je pense que c'est pas nécessairement une question d'y accorder moins d'importance, c'est peut-être justement que les mécanismes de consommation, si on veut, sont moins anciens ou Hmm. les habitudes sont moins anciennes. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est la manière dont les institutions culturelles sont financées, si vous voulez. Parce qu'en Europe, dans la plupart des pays, on considère que la culture, le patrimoine, c'est un bien commun, puis qu'il est nécessaire pour l'État de financer à très très haut niveau les institutions dont la mission est justement la diffusion de la culture et du patrimoine. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse, évidemment. Il n'y a pas de financement public. On est vraiment sur le mécénat, le financement Mhm. privé, corporatif, etc., etc., qui est un modèle aussi très intéressant, si vous voulez. Évidemment, il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Puis au Canada, on est un peu entre les deux. On a un financement public, certainement au Québec. On est très dynamique là-dessus. Puis, on fait aussi une place importante au privé. Mais je pense que ces manières-là de concevoir de la place des institutions dans la société, de la place de la culture dans la société, puis de la OK. manière de les soutenir puis de les faire se développer, ben, ça explique peut-être aussi des différences dans la manière dont on consomme, si on veut, encore une fois, la C'est musique, ça. puis Vous avez utilisé un le terme rapport particulier qu'on que j'ai trouvé. développe à la culture. Ouais. Vous avez utilisé un terme particulier que j'ai trouvé super intéressant et sur lequel je veux m'attarder. Vous avez mentionné les mécanismes de consommation. Je veux Mhm. parler, s'il vous plaît, donc de l'importance du grand écran et du petit Ouais. écran pour la consommation et la connaissance de la musique qu'on appelle classique. Parce que Ouais. deux de mes artistes préférés maintenant, moi, je les ai découverts dans un film et dans une série télévisée. Vous vous doutez sûrement de Ludovico Einaudi lorsque sa musique a été dans Intouchable et de Max Richter ils ont utilisé sa musique dans une série qui s'appelait The Leftovers, une série américaine que j'ai trouvée extraordinaire, extrêmement philosophique, extrêmement bien réfléchie. Et donc, en utilisant ces musiques classiques dans quelque chose qui a été consommé à plus grande échelle sur les écrans, ça a augmenté la connaissance de ces artistes-là pour moi et je crois pour beaucoup d'autres personnes. Donc, pourquoi est-ce que ce type de musique se prête particulièrement bien à la télévision et au grand écran et l'importance de ces écrans-là pour la connaissance de ces artistes-là? Oui. Mais ça, c'est très intéressant aussi. Puis je remonte peut-être une ou deux étapes en arrière, c'est-à-dire que quand le cinéma, l'industrie cinématographique prend son envol, on va dire, euh, au milieu ou même dans le premier tiers du 20e siècle, la musique déjà qu'on emploie dans les films, c'est souvent de la musique qui est écrite par des compositeurs européens exilés aux États-Unis, en Californie. Donc, ce, ce, cet élément-là est là depuis quand même très longtemps. Puis souvent, je veux dire qu'on pense, il y en a plusieurs, là, mais je pense souvent à
un Hans Zimmer. compositeur autrichien qui s'appelle Hans Zimmer, mais bien avant lui, euh, Erich Korngold, qui était juif évidemment, qui avait fui l'Autriche, puis qui était allé s'établir à Los Angeles, à Hollywood, et qui a eu un succès énorme en tant que compositeur de musique de film aussi. Donc, en fait, vous soulevez une question fondamentale, c'est-à-dire la manière aussi dont le paysage médiatique évolue, la manière dont la culture de masse évolue, et justement comment nous, on va dire, des arts d'interprétation ou des arts patrimoniaux, comment on fait justement pour néanmoins rejoindre les gens à travers des canaux qui sont plus tout à fait ceux d'il y a même 10 ou 15 ou 20 ans avec Mhm. l'explosion de l'Internet, si vous voulez. Donc, c'est une question qui nous préoccupe constamment, puis qui me préoccupe moi aussi parce que, comme vous savez peut-être, je suis aussi producteur phonographique, pour pas dire producteur de disques, parce que on n'écoute plus beaucoup de disques physiques aujourd'hui, mais ces questions-là sont passionnantes, fascinantes, difficiles aussi, parce que justement, le paysage évolue constamment, puis il faut quand même qu'on trouve nos assises, qu'on trouve nos repères là-dedans, puis qu'on parvienne Mhm. surtout à maintenir une forme de diffusion, mais de transmission aussi d'une génération à l'autre. J'ai, j'aimerais m'attarder aussi un petit peu sur le rythme de la musique classique. Parce que j'ai l'impression que la musique classique, pardon, la musique qu'on appelle classique. Donc la musique, j'ai l'impression Oui, que la musique qu'on appelle classique, c'est la musique qui utilise le plus de pauses, qui a le moins peur d'arrêter pour ensuite repartir de nouveau au sein de la même chanson, au sein de la même mélodie. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a un de mes auteurs préférés, Aldous Huxley, qui a dit qu'après oui, le silence, la chose qui vient le plus près d'exprimer l'inexprimable est la musique. Et donc, comment est-ce que bien la sûr. musique classique n'a pas peur de moments silencieux pour ensuite repartir? Ben là, vous m'amenez sur des terrains vraiment, c'est passionnant, hein, je ne m'attendais pas à ça ce matin, mais Oui, merci. Vous je m'amenez trouve sur ça passionnant également. des terrains plus lourds, qui s'éloignent un peu, là, on va dire, de la communication pure. Mais disons que, encore une fois, si on parle, laissons peut-être de côté le répertoire contemporain ou même le répertoire du 20e siècle. Si on pense encore une fois euh, au canon du répertoire, disons 17e siècle, mais surtout 18e, 19e. On a parlé de Mozart, de Haydn, on peut parler de Beethoven, on peut parler de Bach bien avant, dont on dit souvent que c'est un peu le père de la musique occidentale, Jean-Sébastien Bach. Vous avez parlé de Brahms tout à l'heure, qui était un grand compositeur romantique du 19e siècle. Mais ces gens-là vivaient à des époques où le rythme général du monde n'était pas le même. Donc, Mhm. évidemment, on retrouve dans leur musique, si vous voulez, une autre forme de respiration, une autre forme de peut-être de paix, de sérénité, pas que, hein, je veux dire justement, le mouvement est toujours le même, on traverse Mhm. des grandes émotions, mais en général, on finit toujours par retrouver l'équilibre. Mais justement, on vivait pas, c'est ça qui est passionnant, c'est que il faut euh, se plonger dans ces musiques-là comme ou les voir comme des fenêtres ouvertes sur Ouais. la vie humaine à une autre Mhm. époque, mais qui est quand même la vie humaine, qui est la vie humaine dans l'expérience humaine, dans quelque chose de très fondamental. C'est ça qui est beau, parce que justement, c'est très loin de nous, si on veut, mais en même temps, c'est très proche. Puis justement, ben, Et c'est ça, le rythme général, si on veut, à Vienne, je pense à Mozart, à Vienne en 1786, le rythme ouais. général de la vie n'était pas le même qu'aujourd'hui. Puis c'est ce que c'est très près du monde littéraire également, parce que de Bien nos sûr. jours, les livres, ça doit être 250, 300 pages, puis ensuite c'est fini. On est dedans, on l'ouvre, c'est fini en l'espace d'une semaine. Mais si on regarde Ouais. les contemporains de Brahms, Beethoven, Jean-Sébastien Bach, les Victor Hugo, les Tolstoï, qui écrivaient des livres Bien à sûr. 1000, 1500 pages,
qui prenaient beaucoup plus de temps à lire et à écrire et qui s'attardaient sur des scènes plus mondaines. Tu sais, il y a des Tolstoy dans Oui, War and Peace, il y a des scènes de déjeuner qui prennent 15 pages parce que il voilà. faut prendre Ouais. le temps de vivre et d'apprécier ça. Et c'est la même chose pour la musique classique. C'est ça, c'est la pensée, c'est un aspect de la pensée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais justement, c'est pas que la musique qui m'intéresse. Justement, la OK. philosophie, la littérature m'intéresse aussi parce que c'est la pensée en activité, c'est la pensée en action. Puis là, on n'a pas parlé de Wagner encore, qui écrivait des opéras qui durent 5 ou 6 heures. Certains, pas tous, mais certains sont très longs. Euh, c'est ça, c'est une idée complètement différente, c'est un rythme différent. Mais en même temps, puis je pense que nous, à la Naudière, on a la chance, encore une fois, d'avoir cet amphithéâtre merveilleux à Joliette, l'amphithéâtre Fernand-Lindsay. Ça nous rapproche, idéalement, dans les meilleures circonstances, d'un aspect, justement, de la vie humaine, de l'expérience humaine, qui est peut-être beaucoup plus fondamental, beaucoup plus ouais, beaucoup plus fondamental, beaucoup plus pur. C'est pas un très beau mot, j'aime pas ce mot-là, Mhm. mais on va dire sans artifice, C'est beaucoup ça. plus authentique, sans trop d'artifice. Après, les gens, je le dis moi-même, puis je déteste quand les gens disent ah oui, mais la musique classique, je connais pas ça, c'est pas pour moi. Mais là, j'en parle moi-même parce que c'est pour casser le cliché, parce que vous parliez aussi justement de ce qu'on entend, de ce qu'on connaît au travers de la télévision ou du cinéma ou de tout ça. Mais au-delà de ça, le, les portes d'entrée sont multiples. Je pense que chacun Mhm. peut vraiment, avec son expérience, son bagage, aller vers la musique, puis trouver quelque chose de beau. On peut aller très très loin si on veut, mais on peut aussi, entre guillemets, se contenter d'entendre quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins, Mhm. de, de prendre du plaisir à entendre une belle mélodie, des belles harmonies. Puis c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Donc, comment est-ce que vous et vos collègues au label ou au Festival de la Nazaire, comment est-ce que vous faites pour trouver des solutions pour convaincre les gens comme moi, mes amis, de consommer cette musique-là en live, de prendre le temps de la consommer? Parce que moi, il y a trois façons, tu sais, il y a trois trucs auxquels je pense que j'ai vu. Il y a, vous pouvez l'accompagner de shows lumineux. Ça va le rendre un petit peu plus attirant pour Ouais. les jeunes. Vous pouvez changer l'amphithéâtre. Je pense à des endroits comme Red Rocks, qui rendent par la Mhm. nature même de l'amphithéâtre le show plus Ouais. intéressant. Je pense à l'accompagner encore une fois de films. Tu sais, il y a des orchestres qui mettent le film puis qui jouent en live Oui, oui, les mélodies. bien Donc, sûr. comment est-ce que vous faites pour trouver des solutions pour pas démystifier la musique, mais la rendre plus accessible puis pour inciter les gens à prenez une heure et demie de votre temps pour consommer cette musique-là? Rapprocher, se rapprocher justement du travail des artistes. Ben, Mhm. il y a beaucoup d'éléments, évidemment. Je reviens à notre amphithéâtre à Joliette, l'amphithéâtre Fernand-Lindsay. On est à l'extérieur. Puis je le dis vraiment en toute objectivité, j'ai la chance de voyager beaucoup puis d'entendre des concerts dans toutes sortes d'endroits. L'amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette, c'est un endroit vraiment exceptionnel. C'est très, très beau. On est vraiment dans la forêt, dans la forêt, je veux dire, dans une espèce de vallon, sur une espèce de vallon boisé, et la salle est tout en bas. Vraiment, là, si on pense aux amphithéâtres de l'Antiquité, aux amphithéâtres grecs, ça ressemble un peu à ça. Donc déjà, on a un contexte, un environnement qui n'est pas celui, on va dire, d'une salle de concert traditionnelle, qui n'est pas celui d'un endroit où on a peut-être l'impression qu'il faut s'habiller propre, être Mhm. chic. Bon, c'est très convivial, c'est très confortable, c'est ouvert à tous, hein, comme on dit là, aux 7 à 77 ans, mais c'est vrai, c'est un endroit qui est vraiment accessible aussi pour les familles. Nos concerts sont gratuits, par exemple, pour les enfants, jusqu'à 17 ans. Sur la pelouse, parce que c'est ça, on a des sièges vraiment sous une section couverte, mais on a un grand terrain qui peut accueillir vraiment quelques milliers de personnes. Et là, les tarifs sont très, très, très avantageux. Puis encore une fois, pour les enfants, c'est Mhm. gratuit.
Euh, on a des écrans géants. Ça, c'est drôle. Moi, j'ai grandi à Joliette, hein, donc je connais le festival depuis très, très longtemps. Quand j'étais petit, les écrans n'existaient pas. C'est une addition, je pense, de 2010 ou 2011. OK. Mais donc, il y a des écrans, il y a quatre écrans sur le site qui permettent éventuellement, oui, de diffuser des films, ce qu'on fait d'ailleurs à quelques reprises chaque été, mais surtout de voir de très très près le travail des musiciens sur la scène. Donc, les caméras captent ce qui se passe en Mhm, direct, mhm. en lien avec la musique, qu'on soit dans un orchestre, par exemple, un orchestre symphonique de 100 personnes, euh, focus sur un ou une musicienne pour vraiment illustrer un peu ce qui se passe. Puis de façon plus générale, pour répondre à votre question, je dirais qu'on s'attache vraiment chez nous, encore une fois, à maintenir une politique tarifaire très, très accessible, parce Ouais. qu'on considère que dans l'esprit du festival, encore une fois, un festival, le mot le dit, c'est la fête, c'est le plaisir, c'est dans l'esprit de notre fondateur aussi, Fernand Lindsay, de partager la musique, de partager les Mhm. belles choses, puis de le faire dans un esprit convivial et très accessible. J'adore ça. Il nous reste peut-être 5 minutes. Donc, dernier thème que j'aimerais aborder rapidement. Euh, j'ai parlé d'une citation d'un de mes auteurs préférés, Aldous Huxley. J'aimerais aborder une citation d'un des auteurs que je déteste le plus. Au secondaire, on nous a fait lire l'art de Blaise Cendrars, que j'ai absolument haï. Et Blaise Cendrars disait que c'est le piano qui guérit le mieux la mélancolie. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que Mm. moi, dans ma tête, si je suis triste, si je suis mélancolique, la dernière chose que je veux faire, c'est boire une bière puis écouter du piano parce que j'ai l'impression que ça va me rendre encore plus triste. Oui, Donc, j'allais pouvez-vous dire le me dire piano. pourquoi j'ai tort? Ah, pourquoi vous avez tort? Ben, ça Ou est-ce que dépend. j'ai Je pas pense que tort? ça dépend. Non, 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 mais c'est bien, vraiment, c'est une belle question. Ça dépend peut-être de ce qu'on écoute. C'est-à-dire que OK. euh, oui, certains répertoires pour piano peuvent rendre mélancolique, je suis assez d'accord avec vous. Mais si on pense justement, si on revient à Mozart, à Beethoven, moi je suis en fait là, très là-dessus, très très sur les classiques justement. Puis je, je- mon répertoire de prédilection à moi, c'est vraiment la musique, justement la musique germanique, on va dire allemande, autrichienne, du 18e Mhm. ou du 19e siècle. Je pense que Mozart et Beethoven, par exemple, pour ne nommer que ces deux-là, peuvent vraiment nous, au piano d'ailleurs, hein, peuvent vraiment nous donner, on va dire, des clés justement contre la mélancolie ou contre, c'est-à-dire qu'on va traverser encore une fois en écoutant leur musique, éventuellement des périodes de grand doute, mais on finit toujours par atterrir à peu près sur la terre ferme. Puis au Qu'est-ce que vous voulez fond, dire c'est ce que période je de dis. doute Ben, en... c'est ce que Qu'est-ce que je vous voulez dis. dire Ben, par c'est-à-dire période de qu'aussi, doute en écoutant de si la on, musique? ben, je veux dire, on se plonge dans leur œuvre, on écoute leur musique, on sent leur tourment, si vous voulez, ou leur questionnement, Mhm, justement. mhm. Mais l'espoir finit toujours par triompher. Puis comme je dis souvent, je l'ai répété cette semaine à quelques reprises, euh, parce que vous êtes très sérieux, là, donc je me permets d'être sérieux. Euh, En fait, le travail des artistes qui recréent les œuvres, les interprètes qui recréent les œuvres qui ont été écrites il y a quelques siècles, c'est qu'est-ce que c'est au fond? C'est toujours l'expression de la conviction que la paix est possible, parce qu'on est ensemble sur scène ou dans la salle. Euh, donc, la paix est possible, puis on y croit tous, Mhm. même si on est différent, même si on a des opinions différentes, même si, bon. Puis, à la fin, quand même, l'artiste, l'interprète qui fait son travail, c'est une victoire sur, comment dire, c'est un déni de la mort. C'est une victoire de la vie à chaque fois. Puis ça, c'est absolument extraordinaire. Je pense que c'est pour ça qu'il faut s'approcher le plus possible d'eux, parce qu'ils nous rappellent à quel point la vie est belle, puis ils nous aident à vivre, idéalement. Pourquoi est-ce que la musique classique, puis je vous le jure, dernière parce qu'on va manquer de Non, temps, non, non, pourquoi est-ce que la musique je suis classique pas pressé. Non, mais c'est pour nous. Faut pas dépasser 30. Puis nous, je pourrais continuer pendant encore 1 heure et demie. Pourquoi est-ce que la musique classique
c'est celle qui se prête le mieux aux autres types d'art. Puccini, Mhm. on ne verra jamais Swan Lake accompagné de AC/DC. Là. Pourquoi est-ce que la musique Ouais. classique, c'est celle qui s'agence le mieux? Tu sais, dans les musées, habituellement, c'est de la musique classique qui va jouer lorsqu'on admire les toiles ou des fresques ou des sculptures. Pourquoi est-ce que c'est la musique classique qui se prête le mieux ou qui accompagne le mieux les autres arts? Je, disons pour faire assez simple, je dirais que quelque part le répertoire dont on a hérité, la musique qu'on joue aujourd'hui, euh, elle a traversé le temps. Et il y a énormément de musique qu'on ne joue pas. C'est-à-dire on connaît des répertoires, encore une fois, peut-être des 4 ou 5 derniers siècles, ou un peu plus même, si on veut être très précis. On a aussi de la musique il y a presque un millénaire. Mais euh, il y a énormément de musique qui a été jouée, qui a été entendue, qui a été écrite au fil des siècles, qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose aussi d'absolument fascinant. C'est très difficile de expliquer rationnellement quel est ce processus-là. Mais il y a un processus, on va dire, de sélection, ouais, j'allais dire de sélection naturelle, c'est peut-être un peu exagéré, mais donc la musique qu'on connaît aujourd'hui, ben, on peut se dire que ce sont des musiques, encore une fois, dont la résonance avec l'humain est quand même très importante. Parce que si on a Mhm. continué de les écouter pendant très longtemps, ben il faut qu'il y ait quelque chose qui nous parle ou qui a parlé à nos prédécesseurs aussi au fil du temps. Euh, ouais. Rapidement, sur quel site web est-ce qu'on peut consulter la Ah, programmation, acheter des billets, voir tous les détails? donc, lanaudière.org, lanaudière, Lanaudiere.org, lanaudière.org, tous les détails sont là. Le festival bat son plein, on est là pour encore 2 grosses semaines avec des concerts à l'extérieur, encore une fois, à Joliette, à l'amphithéâtre, avec l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal, Yannick Les-Séguin, de grands artistes étrangers et aussi des artistes d'ici et quelques concerts plus intimes dans les Hmm. églises de la Naudière. Et vraiment, j'invite les gens à en profiter. C'est plaisant, c'est agréable, c'est pas cher. Puis c'est moins loin qu'on pense. Des fois, les gens s'imaginent que Joliette, c'est très, très, très loin. Mais non, c'est pas si loin, en fait. Je l'ai pas. C'est rafraîchissant. C'est une musique Voilà, rafraîchissante. On voilà. écoute quelques chansons de ça, puis on embarque dans le reste de la journée avec Que du avec un bonheur. pas plus enjoué. Que du bonheur. Monsieur Loranger, merci énormément d'avoir été des nôtres. On vous invitera l'année prochaine pour pour la prochaine édition, puis on poursuivra cette discussion absolument passionnante. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Passez une super belle journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Grâce au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, les ménages à faible revenu ou modeste de la région pourront encore cette année bénéficier d'une aide financière afin d'effectuer des rénovations pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Une somme de 580 000 $ par année est octroyée à la MRC des Laurentides dans le cadre du programme Réno-Région. Le budget est autorisé pour les 2 prochaines années. Cependant, la programmation prendra fin lorsque l'entièreté du budget total sera attribuée ou au plus tard le 31 mars 2025. Les besoins sur le territoire sont importants. Par conséquent, les propriétaires désirant déposer une demande d'aide financière sont invités à s'inscrire sans tarder auprès de leur municipalité respective. Le logement doit être occupé à titre de résident principal par le propriétaire qui fait la demande d'aide financière. La valeur uniformisée du bâtiment, excluant la valeur du terrain, doit être inférieure à 150 000 $ pour l'année 2022. Les bénéficiaires se verront rembourser jusqu'à 95 % du coût des travaux, sans toutefois dépasser 20 000 $ ou 25 000 $ dépendamment du revenu de leur ménage. Les ménages dont les revenus annuels sont inférieurs au montant suivant pourront bénéficier du taux de remboursement de 95 000 $. Pour une personne seule ou un couple, le montant est de 33 500 $. Pour 2 ou 3 personnes, sauf pour un couple, le montant est de 37 000 $.
Pour 4 ou 5 personnes, le montant est de 46 500 et pour 6 personnes et plus, le montant est de 58 000 Les ménages avec des revenus annuels dépassant ces seuils auront tout de même droit à l'aide du programme. Cependant, le pourcentage de contribution sera diminué et ajusté selon leurs revenus. Le revenu ne peut pas dépasser les montants mentionnés par plus de 12 000 Les travaux doivent coûter au moins 3 500 et être réalisés dans le but de corriger une ou plusieurs défectuosités majeures, telles que les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la toiture, la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage ou l'isolation thermique. Ils doivent être effectués par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec et doivent être terminés dans les 6 mois suivant la date où ils ont été autorisés. L'aide financière est versée une fois les travaux terminés. Les propriétaires doivent absolument communiquer avec leur municipalité pour procéder à leur inscription au programme et ce, avant de commencer les travaux. Pour tous les détails concernant le programme, rendez-vous sur le site web mrclaurentide.qc.ca/aide à la rénovation. En sol québécois, c'est près de 62 millions de dollars sur 3 ans qui seront investis dans le programme Réno-Région. Jusqu'ici, cette aide financière a permis d'aider de nombreux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes vivant en milieu rural à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. La municipalité de Val-David est fière de mettre en lumière ses créateurs dans le cadre de l'événement La Virée des créateurs de Val-David qui se tiendra au cœur du village les 28, 29, 30 juillet et 4, 5, 6 août 2023 de 11h à 17h. À pied ou à vélo, ce circuit original offre la chance aux visiteurs d'aller à la rencontre de 11 artistes et artisans à même leur atelier de création afin de dénicher des objets uniques réalisés avec soin. Véritable pôle culturel des Laurentides depuis plusieurs générations, Val-David accueille de nombreux artistes et artisans professionnels de renommée locale, régionale et internationale aux talents remarquables. Qu'ils y soient originaires ou établis récemment, ils sont l'âme et la fierté de Val-David. La Virée des créateurs est l'occasion parfaite pour les découvrir et s'enrichir de leur passion pour leur métier. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier provenant d'une entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, le Service Loisirs et Culture de Val-David et en collaboration avec les artistes professionnels de Val-David. La municipalité de Val-David a annoncé qu'elle a procédé à la signature d'une nouvelle convention collective avec ses cols blancs, représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4707. Adoptée par le Conseil municipal à la séance du 11 juillet, cette entente est rétroactive au 1er septembre 2021 et sera en vigueur jusqu'au 31 août 2026. Les hausses salariales consenties sont de 4 % annuellement pour 2021 à 2023 et seront évaluées en fonction du pourcentage de variation de la moyenne annuelle de l'IPC de la province de Québec pour un minimum de 2 % et un maximum de 4 % pour les années subséquentes. Ce nouveau contrat de travail prévoit également la modification de l'horaire de travail pour les personnes travaillant à la mairie et au service des loisirs et culture en prolongeant l'horaire d'été à l'année. Parmi les autres bonifications obtenues, notons la mise en place de primes reliées à certaines responsabilités, la flexibilité des horaires pour certains postes admissibles et la révision des termes pour les vacances, incluant entre autres l'ajout d'une prime de vacances à l'embauche sous certaines conditions. La mairesse Dominique Forget explique qu'en cette période où la ville subit les impacts du manque de main-d'œuvre, elle tient à féliciter les responsables de cette nouvelle convention collective qui ont su négocier une entente de manière juste et équitable et qui contribuera certainement à la rétention et à l'attractivité de nouveaux employés au sein de l'organisation. La municipalité de Val-David procède à des travaux à proximité de l'usine d'épuration d'eau. Les travaux planifiés consistent à retirer les boues des étangs aérés ainsi qu'à déshydrater ces boues. Ce processus de déshydratation est nécessaire afin d'augmenter la siccité des boues jusqu'à obtenir une consistance plus dense pour permettre la disposition par camion. Les travaux d'amélioration de l'usine permettront dans le futur de valoriser ces boues. Pour le moment, elles seront simplement disposées. Ces travaux occasionneront du bruit causé par des opérations de déshydratation de la centrifugeuse et de la génératrice qui devraient fonctionner jour et nuit, 7 jours sur 7 pendant environ 3 semaines.
Il y aura davantage de circulation de camions lourds sur le chemin de la rivière lors de cette période. Pour la sécurité de tous, il est demandé de respecter la signalisation en place et de ne plus emprunter le chemin reliant le stationnement de l'usine au parc linéaire du Petit Train du Nord. La plage Jean-Guy Caron à Sainte-Adèle est officiellement rouverte à la baignade après avoir été temporairement fermée en raison d'une contamination bactériologique. De nouvelles analyses réalisées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs ont démontré que la qualité de l'eau était maintenant conforme aux normes de qualité bactériologique méritant la cote B pour bonne. En juillet, les heures d'ouverture sont de 10h à 20h. Le CI3S des Laurentides a annoncé une troisième saison pour son projet innovant, le Jardin thérapeutique du programme Déficience Langage, situé au Centre de réadaptation en déficience physique de la rue Boyer à Saint-Jérôme. Ce projet, créé par Mme Catherine Deslandes-Lyon, orthophoniste passionnée du jardinage, vise à soutenir l'épanouissement des enfants et de leurs familles grâce à des interventions créatives et efficaces. Au cours des saisons précédentes, le jardin a accueilli diverses interventions en orthophonie, ergothérapie, éducation spécialisée et travail social, permettant de travailler sur la communication, la motricité fine, les compétences éducatives et émotionnelles et bien plus encore. Le jardin a également servi de renforçateur, de lieu de transition ou de pause lors d'évaluations menées en audiologie et en neuropsychologie. Grâce à son environnement naturel, le jardin thérapeutique a favorisé une meilleure alliance thérapeutique entre les intervenants, les enfants, les parents et la fratrie dans toutes les disciplines. Ce projet florissant se poursuit cette année encore pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Revenez-nous après la pause. Alors que la saison estivale s'amorce et que de nombreux touristes rejoindront la région pour y passer leurs vacances, les équipes du CI3S de Laurentides remarquent une hausse du taux d'occupation dans ces urgences. Ainsi, le CI3S rappelle que plusieurs alternatives sont disponibles dans la région pour consulter un professionnel de la santé, dont les pharmaciens, les médecins de famille, le site Rendez-vous Santé Québec et le centre d'urgence pédiatrique. De plus, le service InfoSanté permet de parler à un membre du personnel des soins infirmiers, de jour comme de nuit, en composant le 811. D'autres professionnels, tels que les physiothérapeutes, les dentistes et les optométristes, peuvent aussi répondre à différents besoins. Le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, offre également des consultations pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, souhaite tout de même aux vacanciers beaucoup de prudence lors de leurs activités et sur les routes. Elle affirme que des équipes sont prêtes à offrir les soins de santé à la population locale et touristique, mais que le CI3S veut avant tout que chaque personne puisse profiter avec prudence de son été sans problème majeur de santé. La ville de Mont-Tremblant a complété la semaine dernière le processus d'acquisition de l'ancien mont de ski Grey Rocks, totalisant près de 700 000 m², dont elle est maintenant propriétaire. Cette acquisition est la première réalisée par Mont-Tremblant en se prévalant du nouveau droit de préemption consenti aux municipalités québécoises. Le maire Luc Brisebois mentionne qu'il est heureux que la ville ait pu saisir cette occasion d'acquérir le mont Grey Rocks et qu'elle pourra ainsi préserver et mettre en valeur cet espace naturel d'une grande richesse, tant pour l'environnement que pour la mémoire de Mont-Tremblant et du ski dans les Laurentides. Il ajoute que l'intention de la ville est de protéger ce territoire à perpétuité, comme elle a toujours fait avec le domaine Saint-Bernard, tout en le rendant accessible à la population pour la pratique d'activités de plein air. Mont-Tremblant évaluera au cours des prochains mois les options d'aménagement de sentiers qui pourront être envisagées. D'ici là, la ville demande aux adeptes de plein air de ne pas s'aventurer sur le site, puisque celui-ci n'est pas ouvert au public à ce stade. Afin de gérer adéquatement les attentes de la communauté de skieurs et skieuses hors piste qui fréquentaient la montagne par le passé, la ville tient à prendre les devants en précisant dès maintenant que le ski de randonnée alpine ne pourra malheureusement être autorisé pour la prochaine saison hivernale pour des raisons d'assurabilité. La ville analysera les options envisageables au cours de la prochaine année. D'ici là, Mont-Tremblant compte sur l'entière collaboration de tous et de toutes pour que cette interdiction soit respectée, notamment afin de ne pas nuire à sa capacité d'y offrir d'autres activités hivernales à plus court terme. En terminant, la ville souhaite rappeler que les sports motorisés sont interdits sur le site de l'ancien Grey Rocks, tout comme dans l'ensemble du réseau Sentier Mont-Tremblant.
Entre le 27 et le 28 juin, 4 abribus de bus Mont-Tremblant ont été vandalisés, vraisemblablement pendant la nuit ou tôt le matin. En tout, 11 cloisons de verre trempé ont été fracassées. Le montant des dommages s'élève à plusieurs milliers de dollars. Les abribus vandalisés sont situés à l'arrêt 338, à l'arrêt 359, à l'arrêt 373 et à l'arrêt 416. La Ville de Mont-Tremblant demande l'aide du public afin de l'aider à identifier les personnes responsables de ces actes de vandalisme. Au cours des dernières semaines, un autre acte de vandalisme est survenu alors qu'une fenêtre de la mezzanine de l'atrium, située entre le centre sportif et le centre collégial, a également été fracassée. Considérant la hauteur de cette fenêtre donnant sur le boulevard du Dr Gervais, le bris a vraisemblablement été causé par un objet lancé à partir du niveau du sol. Si vous avez été témoin de ces événements ou avez des informations pouvant permettre d'identifier les responsables, communiquez avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou par courriel à cic@sûreté.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant présente l'exposition Drôle d'oiseau de l'artiste Cédric Loth qui se tiendra jusqu'au 13 août prochain à la salle Alphonse Desjardins située à l'Hôtel de Ville. Cédric Loth, artiste de renom aux multiples facettes, convie le public à découvrir un aspect peu connu de son œuvre. Drôle d'oiseau est une exposition hors du commun qui dévoile avec délicatesse son affection pour la faune et la flore, tout en révélant une fois de plus la grandeur de son talent créatif. Depuis son enfance, l'artiste a développé une connexion profonde avec la nature. Sa curiosité l'a conduit à observer les oiseaux, les arbres et les plantes, constituant ainsi son herbier précieux au fil du temps et en parallèle de ses activités professionnelles, il crée une série d'œuvres organiques en utilisant des matériaux tels que la glaise, les herbes et les plantes. L'exposition Drôle d'oiseau célèbre cette fusion entre la créativité de Cédric Loth et la splendeur de la biodiversité. Ses œuvres captivent et donnent vie à des créatures en mouvement dotées de personnalité. Chaque tableau témoigne de son talent, de sa maîtrise des détails et de son imagination débordante. Le parcours professionnel de Cédric Loth est marqué par une riche histoire artistique. De ses débuts en tant que caricaturiste au journal Le Devoir dans les années 1970, jusqu'à sa collaboration avec le quotidien Le Soleil, celui-ci a su se faire remarquer. Dans les années 80, il s'est tourné vers la bande dessinée, collaborant notamment avec le magazine Métal Hurlant en Europe. Son album Atlantic City, publié en 1981 au Québec, puis en France aux éditions Les Humanoïdes Associés, a été un moment clé de sa carrière et lui a valu une reconnaissance internationale. Il est aussi le créateur de la sculpture de bronze La Leçon, qu'on peut voir depuis 2012 à Montréal, au coin des rues Sherbrooke et McGill College. Elle serait l'une des sculptures urbaines les plus photographiées de Montréal. Ne manquez donc pas cette occasion de plonger dans l'univers poétique, humoristique et organique de Cédric Loth. L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 16h. La Ville de Mont-Laurier et plusieurs citoyennes bénévoles ont participé à l'installation du tout premier tricot graffiti le samedi 8 juillet dernier au centre-ville. Grâce à l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Mont-Laurier, cette activité était offerte gratuitement aux citoyens de tous âges désirant participer à une activité intergénérationnelle. C'est avec l'artiste Karine Fournier que l'installation de près de 425 carrés de tricot a été réalisée sur les rampes du parc Toussaint-la-Chapelle ainsi que sur 2 lampadaires du parc Neveu-Dorion. Soulignons la grande participation du club de tricot Les Chouettes Mamies du Centre d'action bénévole Léonie Bélanger qui ont confectionné plus de 300 des carrés installés lors de ce projet et qui ont participé aux 2 journées d'ateliers offertes. Cette pratique permet de mettre de l'avant une œuvre collective éphémère hors les murs et de favoriser un regard nouveau sur la ville en revitalisant le mobilier urbain. La Ville de Mont-Laurier désire rappeler aux citoyens la distribution du compost de résidus organiques de classification type B en vrac pouvant être utilisés pour les plates-bandes et les travaux résidentiels d'horticulture au garage municipal. Les citoyens peuvent obtenir gratuitement du compost provenant de la collecte des bacs bruns pour les matières organiques entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi. Le compost sera disponible en libre service au garage municipal. Apportez vos pelles et vos contenants. Notez que son compost peut contenir des corps étrangers tranchants. Il est donc conseillé de ne pas l'utiliser dans des pâturages et dans les parcs récréatifs, ni pour des fins de jardinage résidentiel.
La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que des travaux majeurs de réfection des infrastructures du réseau d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviales, de trottoirs et d'asphaltage de la chaussée ont commencé sur la rue des Carrières, entre la rue Montcalm et la rivière du Lièvre. La durée prévue de ces travaux est de 8 semaines et représente un investissement de près de 750 000 $. Pendant la durée des travaux, des itinéraires alternatifs aux automobilistes seront proposés afin de contourner la zone du chantier et assurer la fluidité de la circulation. La Ville compte sur la précieuse collaboration des citoyens afin de respecter la signalisation en place à proximité du chantier. Rappelons que ces travaux sont effectués, entre autres, grâce au programme d'aide financière Taxe sur l'essence Canada-Québec. Si vous êtes un entrepreneur qui démarre son entreprise sur le territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut, le Labo Entrepreneur pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un parcours de formation, d'accompagnement et de visibilité pour les entrepreneurs qui se lancent en affaires. Il vous permet d'acquérir des compétences essentielles, d'agrandir votre réseau et surtout d'être soutenu par l'écosystème entrepreneurial de la région à l'étape du démarrage de votre entreprise. La prochaine édition du Labo Entrepreneur sera lancée le 30 août 2023 à 9 h. Cette rencontre d'information virtuelle est ouverte à tous et à toutes. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les activités de la cohorte démarrage et découvrir si le parcours est fait pour vous. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site web de la MRC des Pays-d'en-Haut. Le parcours du Labo Entrepreneur s'adresse à ceux et celles qui ont une entreprise en démarrage. Il faut avoir dépassé la phase d'idéation et être prêt à démarrer l'entreprise. Il s'adresse également aux personnes dont l'entreprise est située sur le territoire de la SADC des Laurentides, aux personnes qui souhaitent s'investir pour travailler leur modèle d'affaires et aller chercher des outils dans le but d'augmenter leurs chances de réussite. Au cours des dernières semaines, la MRC d'Antoine Labelle a procédé au remplacement de ses enseignes aux entrées du territoire. Ces nouvelles enseignes adaptées à l'image de marque attractive, l'autre Laurentide, contribuent à rendre le territoire accueillant, en plus d'être représentative de l'identité de la MRC et de ses communautés. La MRC souhaitait mettre sur pied un projet mettant en valeur sa marque territoriale, connue sous le nom de l'autre Laurentide. Située aux entrées des villes de Rivière-Rouge et de Mont-Laurier et de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot, les enseignes prennent les formes et les couleurs de cette identité visuelle représentative. Ainsi, c'est en août 2022 que le conseil de la MRC octroyait un mandat à l'entreprise Effigiar pour la conception des enseignes, des plans d'aménagement paysager, ainsi que pour la fabrication et l'installation de ces structures. Un comité de travail constitué d'un membre du comité administratif de la MRC, de 2 membres du comité jeunesse à division, de l'agente de développement culturel, de la coordonnatrice aux communications et de la direction générale, a travaillé en collaboration avec la firme pour réaliser ce projet à l'image du territoire. Les objectifs de ces nouvelles enseignes sont d'abord de rafraîchir l'image de la MRC et de marquer significativement les entrées dans ce territoire brut, entier et de l'autre côté des artifices modernes tels que le décrit le positionnement de l'autre Laurentide. Elles contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté de la population, en plus de fédérer l'appartenance de la MRC à la région administrative de Laurentide. Finalement, elles rendent le territoire accueillant pour tous les visiteurs, les villégiateurs et les touristes. Les structures de 12 pieds de hauteur se veulent aussi impressionnantes que la superficie du territoire, qui figure parmi les 10 plus grandes MRC du Québec. Par sa forme principale représentant les délimitations des 16 200 km² et l'intégration de formes et de couleurs rappelant les 17 municipalités entourées de nombreux paradis intimes, immensément forêts et parcourus de chemins d'eau douce, ces enseignes sont d'autant plus significatives pour la MRC. Pour compléter le tout, de l'éclairage dont les travaux sont effectués par P&F Électrique et des aménagements paysagers réalisés par Paysagement JD sont en cours afin de mettre ces enseignes en valeur et les rendre d'autant plus attrayantes. Ainsi, ces structures participeront à l'identité du territoire, à la visibilité de celui-ci, en plus de perdurer dans le temps. Revenez-nous après la pause. Alors que la MRC d'Antoine Labelle lançait son 2e appel de projet en octobre dernier, dans le cadre de son entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
Le conseil de la MRC est fier de pouvoir supporter financièrement des projets de vitalisation du territoire par l'octroi d'aides financières totalisant 1 891 811 $. Ayant pour objectif la réalisation de projets ou d'initiatives pour soutenir la vitalisation et l'amélioration de services ou d'équipements pour la population afin d'agir positivement sur la vitalité du territoire, l'appel de projet concernait les organismes municipaux, les communautés autochtones, les coopératives, les organismes sans but lucratif et les organismes de réseau du milieu de l'éducation. Les projets retenus s'inscrivent dans les axes de vitalisation déterminés par le Conseil de la MRC, soit l'emploi et la main-d'œuvre, le milieu de vie ou le tourisme. Ces projets constituent une initiative d'une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente, en plus de se réaliser sur le territoire de la MRC. D'abord, le projet du Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides a pour objectif d'embellir la cour d'école du pavillon Saint-Joseph. Le CSSHL souhaite construire un terrain synthétique multisport, un demi-terrain de basketball ainsi qu'une structure couverte pouvant autant servir de classe extérieure, d'estrade que d'un lieu pour pique-niquer. L'endroit sera attrayant et rassembleur, permettra de garder les jeunes sur le terrain de l'école et encouragera la tenue de classes vertes et la pratique de sports extérieurs. De plus, il pourra être bénéfique à de nombreuses activités ou réalisations extra-municipales et pour la population locale. Ce projet se voit accorder 100 000 $. Le parc régional Montagne du Diable, quant à lui, souhaite réaliser la suite du projet Un parc pour s'évader. Pour y parvenir, l'organisme veut bénéficier d'un accompagnement par une firme spécialisée en développement de produits nichés afin d'élaborer différents forfaits, activités, analyse de rentabilité, conception et mise en marché. Ce projet bénéficie d'une aide financière de 54 000 $. L'Action bénévole de la Rouge reçoit 100 000 $ pour l'optimisation des infrastructures, notamment par la relocalisation de l'organisme et l'agrandissement des installations. Afin de répondre au manque d'espace d'entreposage, au manque de bureaux, au ralentissement du fonctionnement et de l'expansion des activités, l'ABR souhaite acquérir un nouvel emplacement qui permettra de combler les besoins sans ajouter de défis logistiques, permettra l'aménagement d'un café, d'une salle communautaire, d'une cuisine, d'un bloc sanitaire et de bureaux administratifs. Ce lien offrira également une nouvelle salle multimédia pour faire des rencontres avec les employés, les bénévoles et le conseil d'administration, en plus d'optimiser les équipements de l'organisme. La Maison de l'entrepreneur souhaite réaliser le déploiement du Centre d'innovation en biochimie forestière, également appelé CIBF. Ce projet vise à offrir un environnement de co-développement aux entreprises du domaine forestier souhaitant innover via des avancées en bioéconomie forestière ou en optimisation des processus reliés à la forêt. L'objectif est d'assurer que les projets puissent s'intégrer aux entreprises de façon structurée, mesurée et avec un maximum de retombées en productivité tout en minimisant les coûts et les risques pour maximiser un retour financier. Pour réaliser ce projet, la MRC a octroyé une enveloppe de 99 900 $. Ensuite, la municipalité de Chute-Saint-Philippe réalisera le projet de service de garde éducatif. Considérant le manque de place en garderie ayant un impact défavorable sur l'attractivité et la rétention des familles sur le territoire, la municipalité souhaite acquérir et rénover un bâtiment afin d'y implanter une garderie et la bibliothèque municipale. Ce projet, pouvant assurer 12 places pour les familles, est soutenu financièrement à hauteur de 100 000 $. Le club Quad s'est vu octroyer une somme de 87 911 $ pour son projet de réfection du sentier de la montagne du Diable, phase 2. Les travaux, sur une distance de 20,4 km, consistent à remettre en état le sentier afin de l'ouvrir à nouveau. La nature des interventions consiste notamment à débroussailler, remplacer les ponceaux, procéder à la réfection de la surface de roulement, nettoyer et améliorer les fossés d'égouttement, en plus d'installer de la signalisation. La Ville de Mont-Laurier souhaite réaliser son projet Ma Ville en vélo. Le projet vise à mettre en place un plan cyclable sécuritaire dans le secteur urbain de Mont-Laurier afin de faciliter les déplacements et le transport actif. Le plan proposé a pour objectif de rendre accessibles les diverses infrastructures de la ville, et ce à partir de la route verte et du kilomètre 200 du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Pour ce projet, la Ville de Mont-Laurier se voit octroyer 100 000 $. Ensuite, au cœur du noyau villageois de la municipalité de Lac-du-Cerf, s'inscrit le projet de revitalisation du parc Raymond Charbonneau, phase 2.
La municipalité veut se doter d'un lieu rassembleur, créé pour et par sa communauté et répondant aux besoins de tous ses citoyens, ainsi que des visiteurs et des autres municipalités de touristes. Elle souhaite reconstruire les aires de jeu pour les enfants et réaménager l'entrée du parc. Ce projet est soutenu financièrement à la hauteur de 100 000 $. Finalement, la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles reçoit une aide financière de 100 000 $ pour aménager et mettre en valeur 2 sites, soit le terrain de balle et la plage municipale riveraine du Lac-des-Îles. L'objectif est que ces lieux de rencontre préconisent l'activité physique, le divertissement culturel et social, ainsi que la mise en valeur et l'utilisation responsable du patrimoine naturel. L'appel de projet visait également à soutenir des projets à caractère exceptionnel, structurants pour la vitalité du territoire, pour lesquels se retrouve l'adéquation avec les actes de vitalisation et le besoin de recourir à des sommes importantes pour la réalisation du projet. Ainsi, les 4 projets suivants reçoivent également un appui financier. D'abord, la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est soutenue à hauteur de 250 000 $ dans le cadre de son projet de construction d'un nouveau campus. Le projet prévoit l'aménagement de 7 nouvelles salles de classe, de 5 salles d'études, d'une didactèque, d'une salle à usage divers, d'espaces communs, de bureaux administratifs et d'infrastructures réservées au développement et à la recherche. Il permettra à l'université de suivre le taux de croissance de sa communauté étudiante en progression et continuer sa participation à la vitalité socio-économique de la région. Transport adapté et collectif d'Antoine Labelle se voit octroyer une aide financière de 200 000 $ afin de déployer la deuxième phase du réseau de bornes de recharge électrique sur son territoire. Ce projet prévoit l'installation de bornes de niveau 2 dans plusieurs municipalités et ainsi bénéficier d'un levier supplémentaire pour l'attractivité et le dynamisme du territoire. Ensuite, la Corporation du Parc Poisson-Blanc reçoit une aide financière de 250 000 $ pour l'optimisation de la pointe de la truite, accueil des îles. Ce projet vise à optimiser à des fins touristiques l'utilisation de 6,1 hectares de la pointe de la truite. Ce secteur est le point de départ de l'activité phare de la corporation, soit le canot, le kayak, la planche à pagaie et le camping sur les îles du réservoir du Poisson-Blanc. La construction de bâtiments et l'aménagement d'infrastructures qui permettront de soutenir la croissance de l'achalandage de la clientèle touristique. Finalement, Signé Femmes obtient une aide financière de 250 000 $ pour l'achat d'un édifice et la création d'un pôle communautaire. Afin de continuer sa mission et de pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques, l'organisme a besoin de diversifier son offre de services et doit se relocaliser dans un endroit plus grand et plus accessible. Avec un nouvel espace, il sera possible d'offrir de nouveaux services sur place, notamment de nouvelles intervenantes, plus de locaux, plus de disponibilité et un horaire plus varié pour accueillir les résidentes dans le besoin. Il sera également possible pour les partenaires de venir occuper les lieux pour offrir du soutien, des formations, des ateliers ou autres. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVSL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.